À l'été 2019, la famille Vasseur vivait dans un quartier résidentiel tranquille à la périphérie de Fribourg. La maison à 2 étages, dans la Tannenstrasse, était banale de l'extérieur, un jardin bien entretenu, des volets blancs, un break argenté dans l'allée. Samuel Vasseur, 48 ans, travaillait comme directeur technique dans une entreprise de construction mécanique de taille moyenne. Sa deuxième épouse, Morgane Lefebvre, 36 ans, exerçait en tant que physiothérapeute dans un cabinet privé. Avec eux vivait Théo André, le fils de Samuel, issu d'un premier mariage. Le garçon venait d'obtenir son baccalauréat à l'Albert Schweitzer Schule. Sa note finale était de 1,8, assez solide pour des études d'ingénieur à l'université technique de Karlsruhe qui devaient commencer en octobre. Théo avait eu 17 ans en avril et n'aurait 18 ans qu'en novembre. Sa mère biologique était décédée dans un accident de voiture 5 ans auparavant. Samuel avait rencontré Morgane 2 ans après le décès de sa première femme, lors d'une formation à Stuttgart. Le mariage fut discret, seuls les proches parents étaient invités. Théo s'était tenu aux côtés de son père pendant la cérémonie, souriant poliment. Les voisins le décrivaient comme un jeune homme réservé qui aimait jouer au basketball et portait ses écouteurs lorsqu'il se promenait dans le quartier. Morgane, en revanche, se faisait remarquer par sa présence. Elle portait le plus souvent des vêtements de sport, saluait tout le monde avec amabilité et organisait occasionnellement des barbecues dans le jardin. Le 22 juin 2019, la cérémonie de remise des diplômes de fin d'études eut lieu. Théo rentra chez lui vers 23 heures. Son père était déjà au lit. Samuel devait se lever tôt pour une réunion à Munich. Morgane était encore assise dans la cuisine, un verre de vin blanc devant elle, son smartphone à la main. Elle félicita Théo pour son diplôme et lui demanda s'il voulait manger quelque chose. Il refusa et monta à l'étage. Changement subtil et visite médicale. Dans les semaines qui suivirent, de subtils changements commencèrent. Théo passait plus de temps dans sa chambre. Il continuait certes son petit boulot, aide dans un magasin de bricolage, mais ses collègues remarquèrent qu'il paraissait pâle et prenait des pauses plus souvent. Son service durait normalement de 14 à 20 heures, mais à plusieurs reprises, il demanda à partir plus tôt. Le directeur du magasin, M. Schneider, en demanda la raison. Théo répondit de manière évasive, disant qu'il se sentait juste un peu épuisé par le stress scolaire. Début août, son état s'aggrava nettement. Il perdit 5 kg en 3 semaines. La nuit, il se réveillait trempé de sueur. Son père s'inquiéta et le pressa de consulter le médecin de famille. Théo hésita d'abord, puis accepta. Le rendez-vous avec le docteur Fabien Renaud eut lieu un jeudi matin. Le cabinet était situé en centre-ville, dans un petit immeuble ancien au parquet grinçant. Le docteur Renaud procéda à un examen physique. Il palpa des ganglions lymphatiques enflés au niveau du cou et sous les aisselles. Sa température était de 38,4 degrés. Théo mentionna également une fatigue persistante et des sueurs nocturnes. Le médecin ordonna une analyse de sang complète, y compris des tests pour les maladies infectieuses. Il pourrait s'agir du virus d'Epstein-Barr, dit Renaud, mais nous allons tout examiner de près. Le sang fut prélevé, les tubes étiquetés et envoyés au laboratoire. Théo quitta le cabinet avec un sentiment désagréable. Il rentra à vélo dans la Tannenstrasse. Il n'y avait personne à la maison. Samuel était au travail, Morgane à son cabinet de physiothérapie. Théo s'allongea sur son lit et fixa le plafond. Quelque part dans sa tête, une peur se formait qu'il ne pouvait pas encore exprimer avec des mots. Le diagnostic et les aveux 3 jours plus tard, le lundi après-midi, le docteur Renaud reçut les résultats du laboratoire. Il appela immédiatement le cabinet et demanda à Théo de venir le jour même. Cela semblait urgent. Théo reprit son vélo. Cette fois, l'assistante médicale le conduisit directement dans la salle de consultation, sans attente. Le docteur Renaud ferma la porte derrière lui. « Théo, commença-t-il calmement, les résultats sanguins révèlent quelque chose de grave. Vous êtes séropositif au VIH. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme du plomb. Théo fixa le médecin, incapable de parler.
Ses mains commencèrent à trembler. Le docteur Renaud expliqua qu'un test de confirmation était nécessaire, mais que la probabilité d'un résultat faussement positif était très faible. Puis il posa la question que Théo redoutait. « Avez-vous eu des relations sexuelles ?» Théo secoua la tête. « Non, jamais. Il n'avait jamais eu de relation, n'avait même jamais embrassé personne. » Le docteur Renaud se pencha en arrière, le front plissé. « Alors, nous devons envisager d'autres voies de transmission. Y a-t-il eu des situations où vous êtes entré en contact avec le sang d'autrui? Des injections? Des interventions médicales ?» Théo nia chaque question. Mais ensuite, après un long silence, quelque chose se brisa en lui. Sa voix n'était qu'un murmure. « Il y a eu des moments avec ma belle-mère, quand mon père n'était pas là. » Le docteur Renaud écouta sans interrompre. Théo décrivit des soirées où Morgane venait tard dans sa chambre. Elle lui apportait parfois un thé, s'asseyait sur le bord du lit et parlait de choses insignifiantes. Au début, c'était anodin, mais après la fête de remise des diplômes, quelque chose changea. Elle toucha son épaule plus longtemps que nécessaire. Une fois, elle posa sa main sur son genou. Théo s'était senti mal à l'aise, mais ne savait pas comment réagir. Puis vint la nuit, 3 jours après la fête de remise des diplômes. Son père était en voyage d'affaires à Berlin. Morgane avait bu. Théo sentit le vin sur son haleine lorsqu'elle se pencha sur lui. Il ne put raconter ce qui s'était passé qu'en fragments. Il se souvenait de ses mains, de sa voix lui disant de ne rien dire à personne. « Ton père ne comprendrait pas », lui avait-elle murmuré. Le docteur Renaud documenta chaque mot. Selon la loi allemande, il était obligé de signaler les soupçons d'abus sexuels, en particulier impliquant des mineurs. Bien que Théo fût proche de la majorité, l'acte restait un délit. Le médecin contacta la police criminelle de Fribourg le soir même. L'enquête commença le lendemain matin. L'enquête et l'épreuve. Le commissaire principal, Adrien Müller, et sa collègue, la commissaire principale de la police criminelle, Justine Hébert, prirent en charge l'affaire. Tous deux travaillaient depuis des années au département des délits sexuels et avaient l'expérience des constellations familiales complexes. Le mardi matin, ils se présentèrent sans prévenir dans la Tannenstrasse. Samuel Vasseur ouvrit la porte, confus par cette visite inattendue. Morgane se tenait derrière lui dans le couloir, les bras croisés. Müller expliqua la raison de leur venue en termes sobres. Il y avait un soupçon d'abus sexuel dans le cadre familial, lié à une possible transmission du VIH. Le visage de Samuel perdit toute couleur. Morgane, en revanche, laissa échapper un bref rire, un rire nerveux et incrédule. « C'est absurde », dit-elle. « Qui prétend une chose pareille ?» Justine Hébert ne répondit pas directement, mais demanda la permission d'entrer dans la maison et d'examiner la chambre de Théo. Samuel hocha la tête machinalement. Les agents mirent des gants et commencèrent la collecte de preuves. Ils photographièrent le lit de Théo, récupérèrent la literie et confisquèrent un verre qui se trouvait sur la table de chevet. Un ordinateur portable fut également emporté. Théo ne l'avait pas utilisé depuis des semaines. Pendant que Müller travaillait à l'étage, Hébert mena un premier entretien avec Morgane, dans le salon. La belle-mère semblait calme, presque ennuyée. Elle décrivit sa relation avec Théo comme normale et respectueuse. Oui, elle lui tenait parfois compagnie le soir quand il ne pouvait pas dormir. Non, rien d'inapproprié ne s'était jamais produit. « C'est un garçon compliqué », dit Morgane. « Depuis la mort de sa mère, il a des difficultés avec la proximité. Peut-être qu'il interprète mal les choses. » Hébert nota chaque mot sans changer d'expression. Elle demanda si Morgane serait prête à se soumettre volontairement à un test de dépistage du VIH. Morgane n'hésita qu'un instant, puis accepta. « Je n'ai rien à cacher, » dit-elle. Dans l'après-midi, Morgane et Samuel furent tous deux invités à faire une prise de sang. Les échantillons furent envoyés à l'Institut de virologie de l'hôpital universitaire de Fribourg. Là, non seulement la présence d'anticorps anti-VIH serait testée, mais aussi une analyse de résistance génotypique serait effectuée.
Cette analyse compare la séquence génétique des virus. Si deux échantillons sont presque identiques, cela suggère une transmission directe. Parallèlement, la police scientifique examina les objets confisqués. La literie présentait des traces de salive féminine et de sécrétion vaginale, que l'analyse ADN attribua clairement à Morgane Lefebvre. Ses empreintes digitales et des résidus de rouge à lèvres furent également trouvés sur le verre. Les enquêteurs découvrirent en outre des historiques de chats effacés sur l'ordinateur portable de Théo. Un expert en informatique légale put en récupérer certains. Les messages provenaient d'un compte anonyme, mais les métadonnées montraient qu'ils avaient été envoyés via le Wi-Fi de la famille Vasseur, depuis un appareil identifié plus tard comme le smartphone de Morgane. Le contenu était explicite. Il contenait des allusions sexuelles et des instructions à Théo pour garder certaines choses secrètes. Dans un message, elle écrivait « Si tu dis quoi que ce soit à ton père, il ne me croira pas. Il pensera que tu es confus. » Le jeudi, les résultats des tests furent disponibles. Morgane Lefebvre était séropositive au VIH. Sa charge virale était élevée, indiquant qu'elle était infectée depuis des années, mais n'avait jamais été traitée. Samuel Vasseur, en revanche, était négatif. Cela signifiait que Morgane avait été infectée soit avant le mariage, soit l'avait contractée après. En tout cas, elle n'avait pas informé son mari. L'analyse génotypique était encore plus éloquente. Les souches virales de Théo et Morgane présentaient une correspondance de 98,7%. De telles valeurs ne sont statistiquement possibles qu'en cas de transmission directe. Le professeur Dr Lange, qui effectua l'analyse, écrivit dans son rapport d'expertise « La probabilité que l'infection du patient A, Théo André, ait été causée par la patiente B, Morgane Lefebvre, est supérieure à 99%. » Adrien Muller confronta Morgane à ces résultats. La conversation eut lieu au poste de police dans une salle d'interrogatoire austère avec enregistrement sonore. L'avocat de Morgane, maître Berger, était assis à côté d'elle. Muller posa les rapports de laboratoire sur la table. « Vous êtes séropositive au VIH, dit-il. Votre beau-fils est séropositif au VIH. L'analyse génétique prouve que vous l'avez infecté. Souhaitez-vous faire une déclaration à ce sujet ?» Morgane resta silencieuse longtemps. Puis elle dit doucement « Je ne savais pas que j'étais infecté. » Muller se pencha en arrière. « Vous n'avez pas fait de test de dépistage du VIH depuis 5 ans. Vous n'aviez pas de symptômes. Je pensais que c'était du stress, de la fatigue. Je travaille beaucoup. Avez-vous eu des contacts sexuels avec votre beau-fils ?» Pause, puis presque inaudiblement « Oui. » L'avocat posa une main sur son bras, mais elle le repoussa. C'était une seule fois, après sa fête de remise des diplômes. J'avais bu. Je sais que c'était mal, mais je ne savais pas que j'avais le VIH. Je ne voulais pas lui faire de mal. Justine Hébert, qui avait gardé le silence jusqu'à présent, se pencha en avant. Théo avait 17 ans au moment des faits. C'est votre beau-fils. Vous aviez une position d'autorité sur lui. Même si vous n'aviez pas su que vous étiez séropositive, ce que nous allons encore vérifier, cela reste un abus sexuel d'une personne placée sous votre garde. Morgane fixa ses mains. Son avocat demanda une pause, mais les commissaires en avaient assez entendu. Ils arrêtèrent provisoirement Morgane Lefebvre. Le parquet de Fribourg déposa plainte pour abus sexuel grave d'une personne placée sous sa garde, en concours, avec des lésions corporelles dangereuses par transmission du VIH. Dans les jours qui suivirent, les enquêteurs fouillèrent à nouveau le lieu de travail et l'appartement de Morgane. Dans sa table de chevet, ils trouvèrent un ancien dossier médical, des documents d'une clinique de Lyon, daté de 2014. Il y était indiqué qu'elle avait été testée positive au VIH lors d'un examen de routine. Elle avait reçu le résultat, mais n'avait pas commencé de thérapie antirétrovirale. Au lieu de cela, elle avait déménagé en Allemagne et n'avait fait aucune divulgation lors de son mariage avec Samuel. Cela signifiait Morgane était au courant de son infection depuis 5 ans. Elle avait menti à son mari et elle avait eu sciemment des contacts non protégés avec Théo.
l'accusation fut élargie. Tentative d'homicide par omission d'informations médicales. Conséquences et escalade. La nouvelle de l'arrestation de Morgan se répandit rapidement dans le voisinage. Dans une petite ville comme Fribourg, de telles choses ne restent pas secrètes longtemps. En l'espace de 2 jours, la plupart des habitants de la Tannenstrasse étaient au courant. Certains firent preuve de sympathie, d'autres évitèrent complètement la maison de la famille Vasseur. Samuel Vasseur s'effondra intérieurement. Il prit un congé de son travail et passa des jours assis sur le canapé à regarder par la fenêtre. Théo déménagea temporairement chez son oncle, le frère de Samuel qui vivait à Offenburg. La distance était nécessaire. L'atmosphère à la maison était devenue insupportable. Morgan fut libérée sous caution, sous des conditions strictes. Elle n'était pas autorisée à quitter la zone urbaine de Fribourg et devait se présenter à la police 2 fois par semaine. Une ordonnance restrictive contre Théo fut également imposée. Elle emménagea dans un studio meublé près de la gare centrale. Son avocat, Maître Berger, travaillait sur une stratégie de défense visant à l'irresponsabilité pénale due à un stress psychologique. Cependant, Morgan ne respecta pas toutes les conditions. Le 12 septembre 2019, un jeudi soir, elle apparut devant la maison à Offenburg, où Théo vivait désormais. Elle sonna plusieurs fois, appelant son nom par l'interphone. L'oncle de Théo, M. Vasseur, appela immédiatement la police. Lorsque la patrouille arriva, Morgan était assise sur les marches devant l'entrée, en pleurs. Elle fut arrêtée pour violation de l'ordonnance restrictive et placée en garde à vue pendant 48 heures. La procureure, Dr Marion Keller, qui dirigeait l'affaire, demanda un durcissement des conditions. Le tribunal ordonna un bracelet électronique. Dès lors, chacun des mouvements de Morgan fut surveillé par GPS. Parallèlement, Théo commença une thérapie antirétrovirale à l'hôpital universitaire de Fribourg. Les médicaments réussirent à supprimer la charge virale, mais les conséquences psychologiques étaient graves. Il souffrait de troubles du sommeil, de cauchemars et d'attaques de panique. Un thérapeute spécialisé en traumatisme, le docteur Schneider, diagnostiqua un trouble de stress post-traumatique. Samuel essaya d'être là pour son fils, mais les sentiments de culpabilité le paralysaient. Il se demandait constamment comment il avait pu manquer les signes. Pourquoi n'avait-il jamais remarqué que Morgan allait dans la chambre de Théo la nuit? Pourquoi avait-il fait aveuglément confiance à sa femme? Fin septembre, la situation atteignit un nouveau creux. Théo dut retourner à la maison dans la Tannenstrasse pour des raisons administratives. Il avait besoin de certains documents pour son inscription à l'université. Son oncle l'accompagna, mais Samuel n'était pas à la maison. La porte était verrouillée. Théo avait encore une clé. Ils entrèrent dans la maison. Tout était poussiéreux, en désordre. Des assiettes usagées traînaient dans la cuisine, de la vaisselle sale dans l'évier. Théo monta à l'étage dans son ancienne chambre. Une enveloppe était posée sur le lit. Son nom y était inscrit, de l'écriture de Morgan. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre de 3 pages. Morgan écrivait qu'elle l'aimait, que tout était un malentendu, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal. Elle accusa le docteur Renaud, la police et même Samuel de travailler contre elle. À la fin, elle avait écrit « Si tu ne veux plus me voir, ma vie n'a plus de sens. » Théo laissa tomber la lettre. Ses mains tremblaient. Son oncle le trouva quelques minutes plus tard, recroquevillé à côté du lit. Ils quittèrent immédiatement la maison et remirent la lettre à la police. Le commissaire principal Müller lut les lignes et ordonna une évaluation psychologique de Morgan. Le bracelet électronique montra qu'elle avait effectivement été près de la maison au moment où la lettre avait été déposée, une autre violation de l'ordonnance restrictive. Mais au lieu de l'arrêter à nouveau, le parquet décida d'avancer le procès. La date de l'audience fut fixée au 14 octobre 2019. Morgan comparut accompagnée de son avocat. Elle paraissait maigre, portait des vêtements sombres et évitait le contact visuel. Théo était assis avec son père de l'autre côté de la salle. À côté d'eux se trouvait le docteur Renaud, qui avait été cité comme témoin. L'audience dura 3 jours.
L'accusation présenta toutes les preuves, les analyses ADN, les historiques de chats, les rapports médicaux, l'ancien dossier médical de Lyon. Des témoins rapportèrent que Morgane était souvent seule avec Théo à la maison. Une voisine, Hélène Carpentier, témoigna qu'elle avait vu Morgane entrer dans la chambre de Théo tard le soir par la fenêtre. La défense tenta de présenter les actions de Morgane comme une situation psychologique exceptionnelle. Un rapport psychiatrique lui diagnostiqua un trouble de la personnalité narcissique avec des traits impulsifs. Mais le tribunal ne reconnut aucune responsabilité diminuée. La dissimulation délibérée de son infection au VIH pendant des années plaidait contre toute excuse. Le 3e jour de l'audience, la juge annonça le verdict, 7 ans de prison pour abus sexuels graves d'une personne placée sous sa garde et lésions corporelles dangereuses. Morgane fondit en larmes. Son avocat annonça immédiatement un appel. Mais avant que l'appel ne puisse être entendu, quelque chose d'imprévu se produisit. L'appel et la confrontation. Après le verdict, Morgane Lefebvre fut transférée au centre pénitentiaire de Fribourg. L'appel de son avocat était en cours, mais les chances d'une réduction de peine étaient minces. En prison, elle se comporta d'abord discrètement. Elle participa à des thérapies par le travail et évita les conflits avec les autres détenus. Pendant ce temps, Théo tentait de reconstruire sa vie. Il commença ses études en octobre, mais seulement à temps partiel. Le fardeau psychologique était trop lourd pour un emploi du temps régulier. Il continuait de voir le docteur Schneider, le thérapeute spécialisé en traumatisme, chaque semaine. Lentement, très lentement, les cauchemars commencèrent à s'estomper. Samuel Vasseur retourna à son travail, mais ses collègues évitaient les conversations personnelles. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Il vivait seul dans la maison de la Tannenstrasse, qui lui semblait maintenant trop grande. Le soir, il restait souvent assis dans la chambre vide de Théo, fixant le vide. En novembre, Théo reçut une lettre. L'expéditrice était Morgane, écrite depuis la prison. Il ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, il la remit à son avocat, qui la transmit au parquet. La docteure Marion Keller lut le contenu et le documenta comme une nouvelle violation de l'ordonnance restrictive. Même depuis la prison, Morgane avait interdiction de contacter Théo. La lettre contenait à nouveau des déclarations d'amour, de l'apitoiement et des accusations subtiles. Morgane écrivait que Théo l'avait détruite, qu'il aurait dû se taire, que la famille serait encore intacte s'il n'avait pas parlé au docteur Renaud. La procureure demanda une prolongation de la peine de prison pour harcèlement depuis la détention. Mais ensuite vint la surprise. Fin novembre, la cour d'appel de Karlsruhe fixa une date pour l'audience d'appel. De nouvelles expertises sur l'état psychologique de Morgane avaient été soumises. Un psychiatre renommé de Munich avait attesté qu'elle aurait pu souffrir d'un épisode dépressif grave au moment des faits. Le tribunal ordonna un nouveau procès. Morgane fut de nouveau libérée sous caution, sous des conditions strictes, cette fois avec une surveillance électronique 24 heures sur 24. Elle retourna dans son studio près de la gare. Le bracelet électronique enregistrait chacun de ses pas. Son avocat assura au tribunal qu'elle respecterait toutes les exigences. Pour Théo, ce fut un choc. L'idée que Morgane soit de nouveau libre, même surveillée, déclencha de nouvelles attaques de panique. Il refusa de quitter seul la maison de son oncle. Son père proposa de le conduire à l'université, mais Théo abandonna le semestre. Il n'en pouvait plus. Samuel chercha un conseil juridique. Son avocat l'assura que Morgane était sous la surveillance la plus stricte malgré sa libération. Toute approche de Théo serait immédiatement enregistrée et entraînerait une nouvelle arrestation immédiate. Mais cela ne rassurait personne. Le 10 décembre 2019, le premier incident se produisit. La police constata que le signal GPS de Morgane s'était approché de la Tannenstrasse, à moins de 200 mètres de la maison de la famille Vasseur. Elle était restée assise là pendant une demi-heure dans une voiture garée. Lorsque les agents de patrouille la contrôlèrent, elle affirma qu'elle se promenait simplement. « C'est une rue publique, dit-elle. Je n'ai contacté personne. » Techniquement, ce n'était pas une violation.
L'ordonnance restrictive interdisait l'approche directe, mais pas l'entrée dans le quartier. Néanmoins, la police documenta l'incident. La procureure Keller avertit l'avocat de Morgan par écrit. Toute approche ultérieure serait considérée comme tentative de violation. Théo apprit l'incident par la police. Il ne quitta plus la maison de son oncle. Son état psychologique se détériora rapidement. Le docteur Schneider recommanda une thérapie en milieu hospitalier, mais Théo refusa. Il ne voulait pas aller en clinique. Samuel sentit le désespoir de son fils. Il essaya d'aider, mais il ne savait pas comment. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Il restait éveillé, se demandant comment tout avait pu devenir incontrôlable. Le 18 décembre, une semaine avant Noël, Théo dut retourner à la maison dans la Tannenstrasse. Son passeport y était resté. Il en avait besoin pour une démarche administrative. Son oncle ne pouvait pas l'accompagner, alors Samuel proposa d'être là. Ils s'y rendirent ensemble, en fin d'après-midi. La maison était froide et sombre. Samuel alluma les lumières. Théo monta à l'étage chercher son passeport. Samuel resta dans la cuisine, faisant chauffer de l'eau pour le thé. Soudain, la sonnette retentit. Samuel ouvrit. Dehors se tenait Morgan, la confrontation finale. Samuel Vasseur fixa son ex-femme, incapable de parler. Morgan portait un long manteau sombre. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage pâle et émacié. Le bracelet électronique était visible sous son pantalon. Elle sourit faiblement. « J'ai besoin de te parler, dit-elle. Samuel recula instinctivement d'un pas. « Tu ne devrais pas être ici, c'est une violation. »« Je ne suis pas ici pour Théo. Je suis ici pour toi. S'il te plaît, Samuel, juste 5 minutes. » À l'étage, on entendit des pas. Théo cherchait toujours son passeport. Samuel savait qu'il devait fermer la porte, appeler la police, faire quelque chose. Mais une partie de lui, la partie qui avait autrefois aimé cette femme, hésita. « Qu'est-ce que tu veux ?» Morgan déglutit. « Je veux t'expliquer pourquoi je l'ai fait. » Il n'y a pas d'explication. Si, il y en a une, et tu mérites de l'entendre. Samuel jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Théo était toujours à l'étage. S'il voyait Morgan, il deviendrait fou. Samuel sortit sur la véranda et referma la porte derrière lui. 5 minutes, ensuite tu pars. Morgan hocha la tête. Elle s'appuya contre la balustrade, ses mains tremblaient. Je savais que j'avais le VIH depuis 2014, mais je pensais que si je ne disais rien, cela disparaîtrait. Je pensais pouvoir mener une vie normale. Tu as menti, tu m'as menti, tu as menti à Théo, tu as menti à tout le monde. Je sais, et j'en ai honte, mais ce qui s'est passé avec Théo, ce n'était pas prévu, c'était un moment. Un seul, terrible moment. J'avais bu, je me sentais seul, tu n'étais jamais là. « Ne me blâme pas, » interrompit Samuel froidement. « Je ne t'ai pas forcé à abuser de mon fils. » Morgan commença à pleurer. « Je l'aime, pas comme tu le penses, mais je l'aime. Il était le seul qui me voyait, qui me parlait vraiment. Tu m'as ignoré, Samuel, tu m'as traité comme de l'air. Ce n'est pas une excuse. Je sais, sa voix devint plus forte, je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais je voulais que tu comprennes, je ne suis pas le monstre qu'il croit que je suis malade, j'ai besoin d'aide. » À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Théo se tenait là, le passeport à la main. Son regard tomba sur Morgan. Pendant un battement de cœur, il y eut un silence absolu. Puis toute couleur disparut de son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était à peine un murmure. Morgan se tourna vers lui. Ses yeux se remplirent de larmes. « Théo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Va-t'en !» La voix de Théo se brisa. « Loin d'ici !» Samuel se plaça entre eux. « Morgan, tu dois partir maintenant, immédiatement. » Mais Morgan ne bougea pas. Au lieu de cela, elle s'approcha. « Théo, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... » « Tu m'as infecté !» Théo criait maintenant. « Tu as détruit ma vie. Et maintenant, tu te tiens ici et tu exiges de la compréhension. » Samuel essaya de retenir Théo,
Mais le garçon le repoussa et s'avança vers Morgan. « Tu aurais dû me dire que tu avais le VIH. Tu n'aurais jamais dû. » Il s'interrompit, incapable de terminer la phrase. Morgan tendit la main, comme pour toucher son épaule. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Théo recula, trébuchant sur les marches. Samuel le rattrapa. À ce moment, des sirènes hurlèrent au loin. Quelqu'un avait appelé la police, peut-être une voisine. Peut-être que le système GPS avait déclenché une alarme. Morgan entendit également les sirènes. La panique vacilla dans ses yeux. « Je dois partir », murmura-t-elle. Mais avant de se retourner, elle ajouta quelque chose. « Si je dois retourner en prison, ma vie est finie. Tu ne comprends pas cela, Théo, mais tu étais la seule chose qui me maintenait en vie. Ce n'est pas ma responsabilité. » Théo était redevenu calme, sa voix glaciale. « Tu es responsable de ta vie, pas moi. » Morgan hocha lentement la tête. Puis elle se retourna et s'éloigna dans la rue. La police arriva quelques minutes plus tard. Samuel expliqua ce qui s'était passé. Les agents notèrent tout et partirent à la recherche de Morgan. Ils la trouvèrent 1 heure plus tard, assise sur un banc au bord de la rivière. Elle pleurait toujours. Les agents l'emmenèrent. La procureure fut informée. La caution de Morgan fut révoquée, sa libération annulée. Elle fut ramenée au centre pénitentiaire le soir même. Théo et Samuel retournèrent à Offenbourg. Aucun des deux ne parla pendant le trajet. Mais tous deux savaient, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de la fin. 2 jours plus tard, Théo reçut une autre lettre. Cette fois, ce n'était pas une lettre manuscrite de Morgan. C'était une notification officielle de la prison. Morgane Lefebvre avait demandé à le recevoir comme visiteur. Elle voulait s'excuser en personne. Théo déchira la lettre. Le nouveau procès est l'acte final. Le nouveau procès devant la cour d'appel de Karlsruhe eut lieu le 7 janvier 2020. Morgane Lefebvre comparut en uniforme de prison orange, flanqué de 2 agents pénitentiaires. Son avocat, Maître Berger, avait soumis un rapport psychiatrique détaillé postulant une responsabilité diminuée due à une dépression sévère et un trouble de stress post-traumatique lié à son propre passé. Le président du tribunal, M. Dr Holtzmann, fit réexaminer toutes les preuves. Des témoins furent interrogés à nouveau, mais les faits essentiels restèrent inchangés. Morgane savait depuis des années qu'elle était séropositive. Elle avait caché cette information à son mari. Elle avait eu des contacts sexuels avec son beau-fils mineur et l'avait ainsi infecté. Théo André fut appelé à témoigner. Il comparut accompagné de son père et de son thérapeute. À la barre, il raconta les événements des derniers mois d'une voix calme mais brisée. Il décrivit la nuit après la fête de remise des diplômes, sa confusion, sa peur, le sentiment de ne pouvoir en parler à personne. « Elle m'a dit que personne ne me croirait, » dit Théo. « Elle a dit que mon père me prendrait pour un menteur, et je l'ai cru, jusqu'à ce que je fasse le test VIH. » L'avocat de Morgane tenta d'emmêler Théo dans des contradictions. « Avez-vous dit non à un moment donné ?» Théo le fixa. « J'avais 17 ans. C'était ma belle-mère. Je ne savais pas comment dire non. » Le juge intervint. « La question est sans importance. La victime était mineure et l'accusé en position d'autorité. Un consentement n'est légalement pas possible. » La défense évoqua également le passé de Morgane. Un expert rapporta que Morgane elle-même avait été victime d'abus à l'adolescence par un oncle qui n'avait jamais été tenu responsable. Cette traumatisation, selon l'argumentation, avait conduit à une relation perturbée avec la sexualité et l'intimité. Mais la procureure Dr Marion Keller s'y opposa avec véhémence. Beaucoup de gens vivent des traumatismes et ne deviennent pas des agresseurs. L'accusée a eu 5 ans pour divulguer son infection au VIH. Elle avait accès à une aide médicale et psychologique. Elle a délibérément gardé le silence et a ainsi détruit la vie de son beau-fils. Ce n'est pas une responsabilité diminuée, c'est un acte prémédité. Le tribunal se retira pour délibérer. Après 4 heures, le juge Dr Holtzmann annonça le verdict. La peine initiale de 7 ans fut confirmée. Il n'y eut aucune réduction de peine.
De plus, Morgane fut condamnée à verser à Théo une indemnité pour préjudice moral de 50 000 €. Morgane s'effondra. Elle pleura bruyamment, criant que le tribunal ne l'avait pas comprise. Son avocat tenta de la calmer. Les agents pénitentiaires la firent sortir de la salle. Samuel Vasseur resta assis, immobile. Théo s'appuya contre le mur, épuisé. C'était fini. Enfin, fini. Mais 3 semaines plus tard, le 28 janvier, la famille reçut une nouvelle qui changea tout. Morgane Lefebvre était morte. Elle s'était pendue dans sa cellule. Un gardien l'avait trouvée le matin, le drap autour du cou. Les tentatives de réanimation furent infructueuses. Dans ses affaires, on trouva une dernière lettre, adressée à Théo. La direction de la prison la remit à la police, qui la transmit à l'avocat de Théo. Celui-ci lui conseilla vivement de ne pas l'ouvrir. « Vous avez assez souffert, dit-il. Laissez le passé reposer. » Mais Théo voulut la lire. Il avait besoin de clôture. Alors il s'assit seul dans sa chambre un soir et ouvrit l'enveloppe. La lettre était courte, juste quelques lignes. « Théo, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne le demande pas non plus. Mais je veux que tu saches. Ce que j'ai fait est la pire chose de ma vie. Je t'ai aimé, d'une manière fausse, malade, et je t'ai détruit. Je ne peux pas vivre avec cela. J'espère que tu trouveras la paix un jour. Morgane. » Théo plia la lettre. Il ne pleura pas. Il ne ressentit que le vide. Les semaines passèrent. Théo retourna à l'université, cette fois à temps plein. La thérapie antirétrovirale portait ses fruits. Sa charge virale était indétectable. Il devrait prendre des médicaments pour le reste de sa vie.